Bienvenue à vous, ici Joris. Lorsqu'on souhaite mener un projet agricole, une des grandes problématiques qui se pose, c'est bien l'accès au foncier, l'accès à la terre. Et pour ça, fondamentalement, il y a deux modes d'accès, soit l'achat, soit la location. Et ici, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de l'allocation, plutôt, je dirais, des locations, puisqu'il existe tout un panorama de différents types de locations qu'on peut utiliser pour louer du foncier agricole. Ici, naturellement, je vais juste faire un panorama globalement du différents types de locations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de différents types de locations, ce qui nécessiterait pour le coup un webinaire de plusieurs heures. Mais au moins, vous aurez une vision d'ensemble, disons, du champ des possibles. Et même ce qu'il faut relever d'ailleurs, c'est que les locations, c'est plutôt la norme, hein. Les trois quarts des terres qui sont exploitées, qui font l'objet d'une activité agricole aujourd'hui en France, ce sont des terres en location. Alors, bien, le premier type de bail qu'il faut mentionner, c'est le bail rural. Tout simplement parce qu'il est obligatoire. Obligatoire dès lors qu'on met en place une location payante d'un foncier agricole contre le paiement donc d'un prix, que ce soit en nature ou en argent, eh bien, en principe, il faut établir un bail rural, ce qui explique le fait que ce soit de loin le type de location le plus courant. On verra après, il y a d'autres types de locations qu'on peut utiliser également sur des biens qui font l'objet d'une location payante, mais dans des cas bien particuliers. Alors, il existe différentes déclinaisons, hein, du bail rural. Déjà, une déclinaison qu'il faudra nécessairement faire d'ailleurs, c'est est-ce qu'il est à fermage ou à métayage? Hein, un fermage, c'est-à-dire que le loyer prend la forme d'une somme d'argent. La coutume, c'est de le faire un paiement une fois par an, ou à métayage, c'est-à-dire un loyer qui prend la forme d'une partie en nature de la production agricole. Aujourd'hui, il est très rare de mettre en place un bail rural à métayage, hein. L'immense majorité des baux ruraux aujourd'hui conclus sont bien à fermage. Sachant que l'une des particularités du bail rural, c'est que le montant des loyers est encadré, hein, via un arrêté préfectoral. Au niveau de chaque département, il existe tout un barème qui précise, en fonction de la localisation, en fonction du type de bien, eh bien, un loyer minimum et un loyer maximum qu'on peut appliquer. Bon, après, il y a différentes déclinaisons concernant cette fois-ci la durée. Disons on a les règles classiques d'un bail rural qui vont s'appliquer si on est sur une échéance entre 9 à 17 ans. Euh, et sachant qu'ici, on est sur une reconduction tacite, hein, donc on est sur une durée qui, si ni le locataire, ni le bailleur, n'y mettent fin, va se reconduire automatiquement pour une nouvelle échéance. Il existe après quelques particularités, dès lors qu'on est sur une durée entre 18 et 24 ans, encore quelques d'autres particularités, si on est sur un bail rural qui fait 25 ans ou plus, alors, potentiellement, le maximum légal, c'est 99 ans. Et existe également le bail rural de carrière, qui dure jusqu'à la fin de l'activité agricole professionnelle du locataire. Autre déclinaison, un bail rural environnemental, donc qui va comprendre une clause qui prévoit des obligations qui s'imposent aux locataires, qui portent sur le respect de l'environnement de façon générale. Après, il y a tout un panel de possibilités prévues par le code rural, par exemple l'obligation pour le locataire de préserver les aires rurales existantes ou encore de respecter le cahier des charges agriculture biologique. Et enfin, autre déclinaison, le bail rural cessible hors du cadre familial, c'est-à-dire que le locataire a la possibilité de céder son bail à une autre personne qui devient donc nouveau locataire, à la personne de son choix, peu importe qu'elle ne soit pas dans sa famille. Parce que, par ailleurs, ce qu'il faut expliquer, c'est que sur un bail rural, disons classique, eh bien, le locataire ne peut céder son bail uniquement euh, à une personne de sa famille. Alors, quand on dit ça, c'est sous-entendu une cession sans avoir l'autorisation du bailleur, puisque s'il a l'autorisation du bailleur, sur un bail rural classique, il peut céder à la personne de son choix. Donc, il peut céder uniquement dans un bail rural classique à un membre de sa famille, et ce, simplement en informant au préalable le bailleur. Bon, et il faut noter que les différentes déclinaisons que je présente ici, on peut les combiner. On peut avoir un bail rural de 17 ans, par exemple, qui est aussi environnemental. Et pourquoi pas cesser lors du cadre familial. On peut mixer les différentes options là, qui sont présentées. Bon, il existe aussi le bail de petites parcelles. Alors, le champ d'application est quand même très très limité, hein, parce que c'est pour un bien dont la taille va être inférieure à un seuil défini par un arrêté préfectoral. Si je prends le cas de la Loire-Atlantique, ça va être 1 hectare, qui ne constitue pas un corps de ferme, donc il n'y a pas un ensemble de bâtiments, et pas non plus une partie essentielle de l'exploitation pour le locataire. Et enfin, il ne faut pas que ça soit issu, ce bien, d'une division du parcellaire, qui daterait de moins de 9 ans.
Donc, je sais pas, champ d'application quand même bien restreint. Il faut savoir que ici, c'est seule une partie de la réglementation des baux ruraux qui va s'appliquer. Les règles concernant la cession, la sous-location, laquelle est la juridiction compétente en cas de litige, la résiliation ou encore les indemnités pour amélioration lorsqu'un locataire part dans une sortie d'un bail rural. Et s'il a apporté des améliorations au bien, il a effectivement droit à des indemnités de la part du bailleur. Donc, uniquement ces points du bail rural vont s'appliquer dans le bail de petite parcelle. Les autres points du contrat ne sont pas encadrés. Donc, locataires et bailleurs peuvent écrire les autres points librement. C'est juste le droit commun à tout contrat en droit français qui va s'appliquer. Il existe également la location annuelle renouvelable, qui s'applique là aussi dans un cas bien spécifique. C'est lorsque un propriétaire souhaite installer sur ses terres un de ses descendants, mais dans l'attente de cette installation, eh bien, il va louer à un autre agriculteur. Sachant que pour mettre ça en place, il faut que le locataire en question, eh bien, au jour de signature de l'acte, il soit déjà installé sur une exploitation dont la taille doit être égale ou supérieure à un seuil qui est défini localement par un arrêté préfectoral. Donc, location qui va se renouveler chaque année, comme le nom l'indique, au maximum pendant 6 ans au total. On va appliquer le régime du bail rural dans une location annuelle renouvelable, sauf en ce qui concerne les règles de cession, de durée, d'échange de parcelles et les indemnités pour amélioration. Ça, ces points du bail rural ne s'appliquent pas dans la location annuelle renouvelable. Concernant ces points-là, l'écriture du contrat est libre entre locataire et bailleur. Et ce type de location est encadré par les articles L411, 40 et 45 du Code rural. Il existe également le bail à complant, avec une application là aussi bien particulière. Il s'agit de louer à un locataire qu'on appelle un complanteur. Il a à sa charge de planter des vignes sur le bien loué et de livrer au bailleur une partie de la récolte en nature. Ça, c'est encadré par d'autres articles du Code rural, dont je vous ai mis des références ici à l'écran. Il existe aussi la convention SAFER de mise à disposition. Il s'agit pour un propriétaire de foncier agricole de louer à la SAFER, donc via cette convention SAFER de mise à disposition, et la SAFER elle-même va louer le foncier auprès d'un agriculteur. Donc ici, le régime du bail rural ne va pas s'appliquer, sauf les règles concernant l'encadrement des fermages, l'encadrement des loyers, puisque effectivement, le montant des loyers est encadré, des loyers en bail rural, est encadré localement via un arrêté préfectoral départemental. Donc ce point-là est encadré, mais sinon, pas d'encadrement au niveau légal concernant les autres points de ce type de contrat. Donc les autres points, c'est juste soumis au droit commun à tout contrat en droit français. Il existe aussi le bail à cheptel. Il s'agit ici de louer un troupeau. Alors, peu importe l'espèce, ce n'est pas réglementé. À charge pour un locataire de nourrir les animaux faisant partie du troupeau, de garder le troupeau, de le soigner. Et ça, c'est encadré par les articles 1800 à 1831 du Code civil. Il existe aussi les conventions pluriannuelles du pâturage. Alors, ça, c'est quelque chose qui va être soumis à une réglementation locale, puisque ça va être encadré via un arrêté préfectoral départemental. Et la vocation de ce type de contrat, c'est d'assurer une location de terre pour y faire du pâturage, mais seulement sur une partie de l'année. C'est souvent utilisé en territoire de montagne pour que des bergers puissent faire paître leurs animaux sur des terres en période estivale. Il existe aussi la convention d'occupation précaire, qui potentiellement peut s'appliquer sur n'importe quel bien immobilier. Par contre, ça s'applique dans un cas bien particulier. Il s'agit d'un bien dont l'occupation est rendue précaire, et ce pour une cause qui est objectivement indépendante tant de la volonté du bailleur que de la volonté du locataire. Il n'y a pas de liste prévue dans la loi des cas de figure, mais il faut bien qu'on rentre dans un cas de figure qui correspond à cette définition-là. Exemple, un immeuble qui pour le moment est à destination agricole et dont l'usage officiel est bien une destination agricole et va prochainement passer à une destination non agricole. Le propriétaire a fait les démarches, par exemple, pour que ça passe à une destination non agricole, mais dans l'attente que ça soit définitivement acté, on peut mettre en place une convention d'occupation précaire. Ou encore, on a un transfert de propriété du bien est en cours, les formalités sont en cours, indépendamment de la volonté du propriétaire. Et là, encore une fois, on peut mettre en place une convention d'occupation précaire en attendant que le transfert de propriété soit réalisé. Ou encore, si le bien est en liquidation judiciaire, et bien en attendant que la liquidation soit réalisée, on peut mettre en place une convention d'occupation précaire.
Sachant que pour qu'on soit bien dans l'application de ce régime-là, il faut que la redevance réglée, puisqu'on parle non pas de loyer ici, mais de redevance, eh bien, doit être symbolique et exister. Il faut bien qu'il y en ait une, mais il faut aussi qu'elle soit symbolique. Si elle était d'un montant plus que symbolique, là, il est fort probable que ça soit requalifié comme en tant que bail rural. Voilà, donc ceci est encadré par les articles, un article du Code du commerce et surtout les articles 1808 à 1831 du Code civil. Il existe aussi le bail amphithéotique, appelé aussi amphithéose. Il s'agit d'une location de longue durée, entre 18 et 99 ans, durant lequel, à moins de mettre les clauses contraires, eh bien, le locataire a globalement les mêmes droits et devoirs que s'il était propriétaire du bien le temps de la location. Il peut donc construire, démolir, et il est aussi redevable de l'ensemble des taxes foncières. Voilà. Sachant qu'on peut prévoir des clauses qui restreignent, encadrent ces droits et devoirs. Par exemple, l'obligation, en amont d'un projet constructif, d'avoir au préalable l'accord écrit du bailleur, par exemple. Ça, c'est encadré par les articles L451-1 à 13 du Code rural. Il existe aussi le commodat, également appelé prêt à usage. Il s'agit donc d'un prêt gratuit. Aucun loyer versé, ni en nature, ni en argent. Bon, c'est encadré par les articles 1875 à 1891 du Code civil, qui prévoit assez peu de choses. On a peu de règles impératives. Globalement, le locataire est simplement tenu d'assurer l'entretien courant du bien loué. Sinon, globalement, l'écriture des clauses est assez libre. Il y a peu de contraintes prévues dans ces articles du Code civil. Voilà pour un petit tour d'horizon finalement du champ des possibles concernant le foncier agricole. C'est quelque chose que je développe plus dans des formations en ligne. De temps en temps, j'en fais des éditions en direct, mais elles sont aussi disponibles en tant qu'enregistrement, donc accessible à la demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La formation en ligne, trouver son habitat ou sa ferme, je parle donc des différents modes d'accès au foncier, et la formation en ligne, le b.a.-ba du droit agricole, un des fondamentaux à connaître pour se lancer dans une activité agricole. C'est aussi des points que je traite dans la formation présentielle Créer sa ferme maraîchère en permaculture, que j'organise de temps en temps, sur un format de 3 jours, avec un programme bien dense qui mêle cours et puis pratique sur une ferme maraîchère, où j'apprends non seulement les aspects juridiques, mais aussi beaucoup d'autres choses, comment est-ce qu'on commercialise, les aspects financiers, comment financer précisément ce type de projet, comment accéder au foncier, les aspects agronomiques de base à connaître, découvrir les techniques agricoles. Voilà, prochaine édition prévue entre le vendredi 17 et le dimanche 19 juin 2022, là cette année, à la ferme des Hauts-Roseaux, sur la commune de Panissé, dans le nord-est de la Loire-Atlantique. Évidemment, je vous mets les liens vers les informations complètes dans la description de cette vidéo. Et puis, c'est quelque chose aussi que je développe, le droit agricole, dans des ouvrages, le droit agricole et le droit immobilier. Là aussi, je vous mets les références en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Voilà, écoute, en tout cas, j'espère que ça aura permis d'éclairer votre lanterne sur ces sujets-là. Je vous souhaite bon courage dans vos projets et puis à très bientôt.